Maintenant, je vais convier ici trois championnes de très haut niveau qui nous ont fait la chance et l'honneur de nous rejoindre. Laure Pequeño, Bénédicte Dorfmann et Marie-Laure Brunet. Donc Marie-Laure, elle a 23 ans, elle pratique le biathlon. Elle est originaire des Pyrénées. Asseyez-vous. Elle est originaire des Pyrénées, mais elle est licenciée à Autran dans le comité du Dauphiné. 2 médailles olympiques à Vancouver, 3 fois vice-championne du monde cet hiver à Ruhpolding, et puis Sochi dans les Jeux Olympiques dans l'objectif. Bénédicte a 42 ans. Elle a été membre de l'équipe de France d'aviron pendant de nombreuses années. 4 fois vice-championne du monde. Les Jeux Olympiques de Sydney à la 7e place. Et puis plus d'une trentaine de titres de championne de France, dont le dernier la semaine dernière d'ailleurs avec le club d'Aiguebelette. Bénédicte est maman de 2 enfants. Elle est l'épouse de Xavier Dorfmann, le champion olympique de Sydney. Et puis elle est éducatrice là, à la base d'Aiguebelette actuellement, là où se disputeront les championnats du monde en 2015. Et puis Laure, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la saison 2002, c'est les Jeux de Salt Lake, c'est une médaille d'argent, c'est un globe de cristal en slalom. Depuis, elle est devenue kinésithérapeute. Elle a 3 enfants, dont le petit dernier a 1 mois et demi. Laure a 37 ans depuis quelques jours, je crois. 3-4 jours, hein, c'est ça. Donc, mesdames, la première question, et je vais vous la poser à toutes les trois, elle est toute simple. C'est le thème de ce colloque, c'est ces femmes et compétitions, courses d'obstacles. Est-ce que durant vos carrières, vous avez eu l'impression de vivre une course d'obstacles? Moi, personnellement, pas du tout. C'est vrai que je me suis toujours bien plu dans un milieu, c'est sûr, qui est plus masculin, mais on a eu parfois des femmes, notamment une kiné qui était venue, et j'ai pas du tout ressenti justement comme on l'a vu à l'intro, où une femme amenée dans l'équipe. Moi, je me suis pas plus allée vers elle parce qu'elle était féminine. Je pense que c'est plus des questions de personne que de sexe, en fait. Je vais rejoindre un peu Laure sur ce qu'elle vient de dire. Bon, moi, je suis en plein dedans, donc j'ai un peu moins de recul que ce que peuvent avoir Laure et Bénédicte. Mais c'est vrai que moi, je me plais assez dans un milieu plutôt masculin. Après, je pense que si la question elle se pose aujourd'hui, c'est qu'elle est légitime, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je pense que avant de faire une généralité, ça doit beaucoup dépendre des milieux sportifs, des disciplines. Mais justement, on va pouvoir en parler tout au long de la journée. Je réfléchis, c'était pas une course d'obstacles, parce que je garde que les côtés positifs. Mais après, avec du recul, je me dis que finalement, on avait beaucoup d'obstacles. Par exemple, au niveau du matériel, c'était pas du tout adapté pour les filles. Donc dernièrement, le week-end dernier, j'étais championne de France. Et c'est la première année qu'ils ont fait des t-shirts où c'est marqué championne de France, au féminin. Voilà, pour la petite anecdote. Ça a mis un certain temps avant de marquer championne de France. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça, mais qui font que bon, c'est un obstacle, mais c'est que du positif pour nous, quoi. Enfin, on garde que les bons côtés. Cette donnée matérielle, tu peux préciser un peu ce qui faisait la différence? Alors pour le matériel, sur les clubs, comme ça a été dit, au début il n'y avait pas de filles, donc problème de vestiaire quand les filles ont été intégrées dans les clubs. Ensuite les bateaux, les embarcations, donc les garçons forcément pèsent beaucoup plus lourd, chose beaucoup plus grand. Donc c'est comme si vous courez avec des chaussures qui font du 47 à la place de votre pointure. Pareil, les bateaux, donc ils sont trop porteurs, les chaussures trop grandes, donc il faut s'adapter au matériel et faire avec. Marie-Laure, le fait de pratiquer un sport où les deux circuits sont en permanence communs, c'est-à-dire que les Coupes du Monde, c'est garçons et filles, les stages, parfois, c'est aussi en commun. Est-ce que justement, ça aide à gommer un peu cette différence et à être finalement qu'une équipe de sportifs de haut niveau, point final? Ou est-ce qu'il y a quand même des petites différences sur la saison, sur la gestion des choses? Je trouve que c'est vraiment une chance pour nous d'être filles et garçons ensemble. C'est, je pense, ce qui fait aussi notre force. Personnellement, j'aimerais pas du tout être qu'avec des filles toute l'année. Je trouve ça très dur parce qu'une fille, c'est quand même particulier. Mais ouais, mais non, ouais, c'est vrai que par moment, on peut bien sûr avoir des tensions parce que du coup, même si on n'est pas en compétition directe avec les garçons, on sent toujours des fois des petites tensions. Mais nous, on a la chance de faire un sport où on associe deux disciplines, le ski et le tir.
Et bon, c'est vrai qu'en ski, je peux pas rivaliser avec eux parce que bon, ben, c'est mort d'avance. Si je prends le départ contre Martin, je vais pas tenir bien longtemps. Par contre, au tir, on peut se confronter. Et maintenant, on est très demandeur de ça. Et c'est vrai que pendant les stages ou comme ça, on demande aux entraîneurs d'organiser des petites compétitions filles contre garçons au tir. Et c'est assez drôle. Et du coup, là, ça nous permet de remettre les choses à plat de temps en temps. Laure, justement, quand on a connu comme toi la réussite, les médailles, etc., quelle est la perception qu'on a? Est-ce qu'on a l'impression que ces médailles sont valorisées ou en tout cas sont vues de la même façon que les médailles des hommes? Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est vu de la même façon. Puis en plus, sur l'alpin, en tout cas, il y a beaucoup de tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est sur les Coupes du Monde, comme Zagreb qui avait commencé il y a un bon nombre d'années déjà à faire, qui est vraiment une équité hommes et femmes. Et je pense que de plus en plus, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en tout cas en alpin, qui se sentent justement en dessous et maltraités du fait que ce soit le sexe féminin. Et comment ça se passe dans les premières années, quoi? Tout à l'heure, Gérard évoquait, il y a des clubs de garçons, il y a des clubs de filles, qu'il peut y avoir des réticences des parents, des choses comme ça, quoi. Alors, aucune difficulté. C'est venu progressivement. Enfin, je pense qu'on met le pied au niveau international parce qu'on arrive à un niveau. Et puis, une fois qu'on a le pied dedans, on est lancé et puis on veut plus le quitter, quoi. Donc, on met toutes nos chances de notre côté. Je pense que les parents, ils comprennent très bien notre choix et puis font tout pour nous suivre. Marie-Laure, tu as quitté tes Pyrénées, tu avais 15 ans, pour venir dans le Vercors. Ça voulait dire déjà que tu savais à peu près dans quelle direction tu voulais aller. Mais est-ce que justement cette séparation, est-ce que c'est quelque chose qui se vit difficilement ou parce qu'on sait qu'on veut devenir sportif de haut niveau, ça fait partie du prix à payer? Oui, c'est vrai que j'ai quitté ma famille jeune pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai vraiment de suite été très bien accueillie dans le Vercors. Et je pense aussi que si j'ai pu réussir, c'est parce que j'ai eu un entraîneur, Thierry Dussert, que vous connaissez tous, je pense, qui m'a beaucoup aidée. Et lui, c'est vrai que il a toujours été là pour tous les athlètes, les filles et les garçons. Il ne faisait pas de différence. Et c'est là qu'on voit vraiment le rôle de l'entraîneur dans la formation de l'athlète. C'est très déterminant, surtout quand on est jeune et qu'on est plein d'envie, plein d'ambition. Il faut vraiment, je pense que oui, l'entraîneur, c'est celui qui va faire qu'on va continuer ou qu'on va s'arrêter. Et je pense que tous ceux qui ont fait de la compétition seront d'accord avec moi pour dire que notre premier entraîneur, on en garde toujours un grand souvenir. Laure? Je pense que c'est vrai que très vite, jeune, en fait, c'est la route qui va être très longue et les difficultés, ça en fait partie. Hein. Ce que disait Gérard, je pense que les filles rencontrent certaines difficultés, de ne pas se faire traiter de pisseuse, les garçons en auront d'autres. Et après, c'est pour arriver au haut niveau, mentalement, ça va être dur de toute façon. Donc c'est sûr que le tri, je pense qu'il se fait très vite sur ces petits détails. Celle pour qui elle va passer outre, elle va dire c'est pas grave, moi je veux quand même y aller, y arriver, et tous ces petits complexes ou tout ça, elle les mettra dans la poche. Et il y en a d'autres pour qui seront un peu plus fragiles, et de toute façon je pense que c'est la sélection naturelle, malheureusement, quoi. Gérard tout à l'heure parlait du rapport entraîneur-entraîné, du fait que la plupart du temps, dans le sport français, l'entraîneur est un homme. Il a prononcé des mots de séduction. Il a dit même des choses un constat qui est dur, que certains entraîneurs font très attention à ce qu'ils disent, etc. Comment vous définissez le rapport entraîneur-entraîné et qu'est-ce que vous attendez d'un entraîneur? C'est un rapport de confiance qui va se mettre en place. Après, je pense que l'entraîneur est assez intelligent pour se mettre à la hauteur de son athlète et puis raisonner comme son athlète. S'il faut parler gras, il va parler gras. S'il faut parler doucement, délicatement, il va le faire. N'importe qui peut raisonner dans cette manière-là. Alors moi, je pense que l'entraîneur, il a vraiment un rôle très important à jouer. Et je
Je pense que souvent, ce qui est un peu mis de côté, et ce que les entraîneurs ont peut-être tendance à ne pas faire, c'est vraiment essayer de raisonner et d'essayer de se mettre un peu dans la tête d'une fille, parce qu'une fille, c'est vraiment différent d'un garçon. Ça, c'est la base. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail et une réflexion à avoir de ce côté-là. Alors, moi, c'est vrai qu'en tant qu'athlète, j'ai besoin qu'on me secoue. Enfin, je pense que j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu toutes sur ça. On n'aime pas forcément qu'on nous brosse dans le sens du poil. Enfin, on a envie d'avancer, donc il faut qu'on ait un discours qui percute en face. Mais voilà, il y a des moments où c'est difficile et là, il faut avoir quelqu'un en face qui est capable d'être sensible à ça et pouvoir adapter son discours. Et finalement, je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, enfin moi, pour l'instant, jusqu'à maintenant, les entraîneurs que j'ai rencontrés, qui ont de grosses qualités, mais qui ont certaines lacunes de ce côté-là. Il me semble qu'il y a une chose aussi importante, c'est qu'un groupe de filles, il y a un groupe de garçons, c'est plus simple, quoi. S'il y a un problème, ils se mettent dessus et c'est terminé. Alors que les filles, il y a tout un jeu de séduction avec l'entraîneur, il y a des jalousies entre les filles, enfin, c'est un peu tout fourbe et je pense qu'il y a ce paramètre que l'entraîneur doit gérer qui doit être vraiment difficile. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu attendais précisément d'un entraîneur? C'est-à-dire, il y a une partie technique, il y a tout le reste, il y a la tête, il y a le mental, il y a le moral, etc. Comment tu répartirais le ratio entre justement l'apport technique et puis le reste? Bah, je pense que c'est ce que dit Marie-Laure et Bénédicte, c'est vraiment quelqu'un en qui on doit avoir entièrement confiance, ou si on est parce que quand ça gagne, quand ça sourit, on est son propre entraîneur. Il n'y a aucun souci, on gère son petit bonhomme. Par contre, dès qu'il y a un moment de doute, bah là, il faut avoir quelqu'un avec les reins solides pour pouvoir être sûr, même si c'est faux d'ailleurs, l'info qu'on peut nous donner, mais c'est rassurant parce qu'on se dit, bon, ben ça a l'air d'être une info qui peut m'aider. Et après, la roue, elle est repartie. Et je pense que souvent les filles ont tendance à peut-être un peu plus intellectualiser la discipline, un peu plus se prendre la tête. Donc c'est important aussi que l'entraîneur il arrive à recadrer, à bien sûr donner des infos techniques, physiques, tout ce qui est nécessaire, mais par contre à toujours recentrer sur l'essentiel qui est quand même de ce qui est vite, ou de faire la discipline vite en tout cas. Ouais, sinon, c'est plus de dialogue. Je pense avec les filles, c'est ce qu'on a besoin, un retour de dialogue, alors que c'est vrai que les garçons, ben, ils peuvent régler le problème entre eux et puis aller à la castagne s'il faut. Mais avec les filles, il faut vraiment beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de feedback derrière dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelque chose, il faut faire ressortir les choses parce que sinon ça devient insupportable entre les filles. Ouais. Et juste pour rajouter quelque chose, je pense que un groupe de filles, en fait, il faut cerner chaque individualité. Autant avec des garçons, je pense qu'on peut faire un entraînement global. En général, ça marche assez bien. Mais les filles, on est tellement toutes différentes. Et justement, je pense qu'on aime la différenciation. Et on a toujours besoin de ça, que l'entraîneur il doit connaître par cœur son athlète, en fait. Bénédicte, dans ta carrière, tu as partagé la vie d'un autre sportif de haut niveau. Justement, cette donnée-là de couple, de champions, avec vraiment tous les deux au plus haut niveau de vos disciplines, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut également gérer et mettre dans la balance, ou finalement ça se vit naturellement? Nous, on a été vraiment complémentaires jusqu'au bout, en fait. On n'a pas la même approche du sport. Lui, il est très carré, calculateur, et il va tout faire pour y arriver. Moi, je me fais plaisir, c'est plus dans les sensations, les émotions, et du coup, on n'avait pas du tout la même approche. Du coup, on se complétait vraiment par rapport à ça. Et c'est vrai que pour les jeux, il a été très porteur pour moi parce que je voyais comment il fonctionnait et il fallait que je m'aligne avec lui aussi. C'était aussi un petit rapport de force aussi, chacun l'un l'autre. Dans le sport français, il y a finalement peu de femmes qui entraînent au plus haut niveau. Il y en a en aviron d'ailleurs, Christine Gosset qui a été plusieurs fois médaillée, qui entraîne un groupe national. Est-ce que vous avez toutes les trois même si c'est une de nos prochaines tables rondes, mais vous, quel est votre sentiment là-dessus? Et est-ce que vous souhaiteriez ou vous auriez souhaité dans votre carrière avoir un entraîneur féminin? J'ai eu des essais avec des entraîneurs féminins.
Donc la première fois, c'était une coéquipière qui est passée entraîneur. Donc le rapport n'était pas évident, puisque je la connaissais en tant qu'athlète et du coup, c'était pas évident. Une autre fois, j'avais eu un entraîneur, c'était la femme d'un entraîneur qui n'avait jamais vraiment entraîné, qui avait été mis là. Donc du coup, forcément, c'était pas son métier. Elle maternait plus qu'elle n'entraînait. Je pense qu'il faut vraiment se faire ses marques, quoi, comme en sport. Il faut arriver à faire ses preuves et puis après ça, on peut entraîner sans problème, quoi. C'est une question de caractère. Et après, je pense qu'une femme entraîneur sur les garçons, ça pose pas de souci. Je pense qu'avec une femme entraîneur avec une femme, ça risque d'être un peu plus conflictuel. Ça, c'est un avis perso. Non, moi je pense pareil qu'en fait c'est pas une question de sexe, c'est une question de personne et qu'une femme peut très bien trouver sa place. Après, c'est vrai que il y a des milieux qui sont vraiment plus masculins, donc ça va plus être peut-être dans l'encadrement où ça va être difficile de se faire sa place. Mais après, en tout cas, en tant qu'athlète, moi ça m'aurait pas posé problème. Marie-Laure? Moi, c'est un peu différent des filles. Je crois que j'aurais un peu de mal à être entraînée par une fille. Après, ça dépend, oui, beaucoup de son caractère, mais il faudrait vraiment que... Je crois que pour l'instant, j'accorde plus de légitimité à un discours masculin qu'à un discours féminin. Après, ça peut évoluer aussi. Je pense que je suis jeune et que je manque d'expérience encore dans ce domaine-là, mais voilà. Mais pourquoi pas après par contre, je regrette qu'il n'y ait pas plus de filles dans le staff en général, que ce soit médical. Enfin, ouais, il y a vraiment une piste à creuser là-dessus. Et si on va un peu plus loin, comme ça a été dit tout à l'heure, même au niveau de la FFS, si on regarde, il n'y a pas de postes à responsabilité qui sont donnés ou délivrés à des filles. Donc, je sais pas, on va se réunir pour voir ce qu'on va faire après. Pourquoi plus de légitimité chez un entraîneur masculin? Je sais pas, c'est parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face qui a beaucoup de répondants. Alors si on me met une fille qui a de la poigne, oui. Si on me met quelqu'un qui va me parler calmement, ça risque de m'énerver. Et comment expliquez-vous justement que peu de femmes épousent cette profession d'entraîneur au plus haut niveau? Je pense que la femme, elle doit des fois avoir du mal à se positionner. Déjà, certains entraîneurs ont du mal à se positionner déjà entre eux, mais alors une femme encore plus, quoi. Enfin, c'est plus cette situation, je pense, qui est dure pour faire sa place. Et puis après ça, c'est vrai que les stages au niveau international, c'est 200 jours par an. Faut pas avoir de vie à côté, quoi. Donc déjà, en tant qu'athlète, c'est difficile, quand on est maman, de partir. Mais alors, pour un entraîneur... si elle se fait vraiment pas plaisir avec son embarcation, enfin avec les athlètes qu'elle coach, je comprends que c'est vraiment très dur, quoi. Toi, en plus, je crois que tu as vécu justement cette période d'être maman et compétitrice de haut niveau. Oui. Et alors? Eh ben, c'est pas évident non plus, ça c'est encore un obstacle en plus, hein. Pourtant, quand on est maman, on a encore plus la pêche. C'est vrai que je suis revenue au niveau international sans trop de difficultés. Et après, c'était les stages et tout ça qu'il fallait arranger pour pas partir tout le temps. Enfin, moi je savais que je savais comment m'entraîner. Mon entraîneur pouvait venir sur place et tout, donc il n'y avait pas de souci. Je pouvais m'entraîner dans mon coin. C'était un bateau individuel. Mais après, c'était plus difficile avec la fédération parce qu'il voulait que le groupe reste groupé et il ne voulait pas entendre parler de problèmes à côté personnel. Voilà. Alors. Ben, je pense que déjà, un entraîneur, par exemple en ski alpin, c'est quand même physique. Porter les bottes, mettre les chaussures 8 heures par jour, déjà, ça, c'est un bel obstacle. Donc après, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a peu d'entraîneurs femmes en ski alpin. En tout cas, moi, ça serait déjà un obstacle pour moi. Moi, ce que je pense, c'est que finalement... Enfin, en tout cas, personnellement, après ma carrière de ski, si on me dit est-ce que tu as envie d'entraîner, d'un côté, oui, pour le défi, parce que je sens que j'aurai des choses à transmettre. Mais après, non, parce que j'ai envie de passer totalement à autre chose et découvrir de nouveaux milieux. Des fois, j'ai l'impression que les garçons peuvent
être amenés à vouloir continuer à développer ce côté-là, même une fois leur carrière terminée, et vraiment aller dans la recherche, mais de l'autre côté de la barrière. Je pense que ça peut être difficile, ouais, d'être, en tout cas aussi d'être femme et d'intégrer un staff totalement masculin. Et hier, du coup, avant de venir, quand même, j'en parlais un peu avec mes entraîneurs pour voir ce qu'ils pensaient. Et Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir des garçons, me disait oui, tu vois, c'est vrai que finalement, est-ce que ça serait pas mieux s'il y avait plusieurs filles dans un staff? Il dit bon, on va peut-être pas forcément parler de parité parce qu'après, il faut que les choses elles se fassent naturellement aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une seule fille dans un staff, ça peut être difficile pour elle, alors que si elles sont 2 ou 3, finalement, ça peut être plus facile aussi pour partager, puis quand il y a des coups durs, ou même pour faire son trou un peu dans le groupe. Mais oui, lui il disait honnêtement, c'est vrai que pour l'instant, moi je suis pas forcément prêt. Voilà, il avouait après, justement, c'est dans les mentalités, mais je crois que c'est vraiment une histoire de personne. Et si une fille elle arrive dans un groupe et qu'elle arrive à se faire accepter et puis à bien s'intégrer, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a un point qu'on voit souvent quand on parle de sport de haut niveau. Un champion masculin, on lui demande d'être performant et puis c'est comme ça que souvent il devient une vedette médiatique et puis que son sport est repris. Chez une femme, on demande de plus en plus le côté maintenant glamour, etc., etc. Déjà, comment vous avez vécu ou comment vous vivez ça? Est-ce qu'on en joue? Est-ce que ça agace? Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une différence de traitement à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'on demande toujours à une femme championne le petit plus qui lui permet de passer la barrière des médias, même si ce n'est pas le fond d'une carrière de sportif de haut niveau, c'est quand même aussi de plus en plus quelque chose d'important de se médiatiser puis de gagner sa vie à travers le sport. Donc comment vous vous positionnez par rapport à ce côté gagne mais soit glamour aussi? Laure? Je pense que si c'est sa personnalité, c'est très bien. En fait, il faut qu'elle soit naturelle. Mais par contre, moi, personnellement, les athlètes que je vois gagner, en ski, par exemple, je regarde... l'important, c'est qu'elles gagnent. C'est pas qu'elles aient le super maquillage. Après, si c'est comme Lindsey Vonn, c'est dans sa nature, et c'est un plus, c'est super. Mais par contre, faut quand même pas oublier l'objectif, c'est de skier vite et... En tout cas, de faire sa pratique au maximum et on juge pas celle qui aura les ongles les plus longs, je pense. Je crois que les filles sont plus ou moins dirigées dans cette voie pour pouvoir faire parler d'elles et faire parler de leur sport, quoi. Donc, si on veut faire parler de notre sport, il faut jouer un peu avec notre image. Et c'est vrai que le reportage télé, la vidéo était magnifique. Mais voilà, c'est parce que les filles, il y avait des pauses et tout ça. Et les images de course, je pense qu'il devait y avoir 30 secondes dessus. Voilà, mais bon, c'est normal, ça fait partie de la société. Je crois qu'il faut aller... ça fait partie du jeu. Et si on veut parler de nous, si on veut avoir notre place, voilà, il faut jouer la séduction. Marie-Laure? Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Après, chacun a les siens. Pour ma part, c'est d'être la meilleure. Après, si on a le sourire qui va bien, tant mieux. Mais non, je pense que c'est peut-être un plus, mais voilà, quand on fait du sport, c'est pour en général, hein, quoi. Après, il y en a qui choisissent d'autres chemins, c'est pour être le meilleur possible. Maintenant, ça ne nous empêche pas justement de garder aussi notre côté de féminité. Et moi, je vois la chose un peu différemment. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être toujours en survêtement et en tenue de sport parce qu'on fait du sport, quoi. Et souvent, justement, mes petits collègues d'équipe, si j'arrive au repas que je suis un peu apprêtée, ils me disent « Oh, mais Marie-Laure, tu sors ce soir ?» Ben non, je viens manger avec vous et je me suis un peu préparée. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Nous allons passer maintenant aux questions, à vos questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je m'appelle Vérane Charbonnier, je suis coach professionnel certifié. Je voulais simplement faire un lien avec des choses que j'ai entendues, des propos que moi je prends de façon très dure, comme se faire respecter dans le groupe, comme le terme sélection naturelle, par rapport à un groupe dans votre discipline. Alors, vous êtes excellente dans votre discipline. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et développer un peu plus sur ce que vous entendez par sélection naturelle et puis se faire respecter, tout simplement? Merci.
Oui, après l'usage du terme, c'est sorti, mais bon, ça a aussi une signification. Ce que je voulais dire par là, c'est que arriver au très haut niveau, c'est une route qui est vraiment difficile et que malheureusement, bah, il y a des choses, il y a des obstacles tout au long, et ce qui fait qu'il y en a qui vont arrêter parce que ben, physiquement, il n'y a pas il y a pas le potentiel, mentalement, c'est pas leur rêve. De toute façon, il ne faut pas rêver. Le haut niveau, c'est compliqué. On doit toujours faire face à des difficultés. Finalement, les bons moments, ils sont moins importants que ceux où on est dans le dur. Et quand on est dans le dur, ben, souvent, on se retrouve face à soi-même. Et là, il vaut mieux avoir la tête qui fonctionne bien. Et donc, en gros, si à 15-16 ans, on est démoralisé parce qu'on nous a traités de pisseuses, même si ça ne se dit pas, finalement, celles qui vont arrêter, ben, c'est que tôt ou tard, elles auraient dû arrêter parce qu'elles n'auraient pas réussi à faire face à ces remises en question permanentes et tout ça. Donc, je pense d'où la sélection naturelle, finalement. C'est des petits détails, bon, même si des fois, il y a des choses qui ne doivent pas être employées, mais voilà, elles sont employées et c'est comme ça. Et du coup, si ça nous mine quand on a 16 ans, à 24, 25 ans en pleine carrière. Parce qu'honnêtement, en étant en fin de carrière, on pouvait avoir un œil comme ça, et ben dans l'attitude, on voyait quand même, et les entraîneurs le voient encore mieux que nous, mais celles qui vont aller au bout, ou celles qui ont dit un truc qui va être un tout petit peu déplacé, et on voit qu'elles sont énormément meurtries par le discours, qui n'est pas forcément dirigé contre elles. Et c'est vrai que après, le terme était peut-être pas bien employé. Après, il y a aussi l'effet de groupe, hein. Quel que soit l'endroit où on est, que ce soit sportif ou artistique ou quoi au caisse, on est dans un groupe et il faut se prendre au groupe. Il faut être le plus discret possible. Donc voilà. Marc Bégotti, entraîneur de natation. Vous êtes 3 athlètes performantes. J'ai une question à vous poser. Vous allez chercher où ce qui vous permet d'être performante? Dans le caractère déjà. Dans l'envie, dans les sensations, dans plein de choses, quoi. C'est ce qui nous fait vibrer. Pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres athlètes, d'autres cultures, d'autres pays. Je pense dans les rêves en fait d'enfant, qu'on a rêvé, qu'on voulait faire ça, et ben, on va jusqu'au bout de ce dont on a rêvé. Et puis dans la détermination de rien lâcher tout le long. Pour moi, c'est c'est vraiment à la base un rêve d'enfant, c'est ça qui anime et qui fait que tous les matins on va se lever pour aller s'entraîner. C'est quelque chose qu'on va chercher au fond des tripes parce qu'on l'a en nous. Et après, personnellement, c'est pour arriver à atteindre mes objectifs, ben, j'essaie de vraiment aller chercher, en parlant avec les autres, partager, et puis que ce soit des athlètes, des entraîneurs ou des chefs d'entreprise, ou enfin, monsieur et madame, tout le monde, parce que tout le monde a à apprendre des autres. Merci pour vos réponses, mais maintenant, est-ce qu'un garçon performant pourrait répondre à la même question? Bien sûr. Il faudrait qu'il réponde. Franck Picard, par exemple. C'est exactement les mêmes réponses. C'est ce que je me positionnais tout à l'heure par rapport à ce que les 3 filles et les 3 athlètes répondaient. C'est strictement le même discours, avec les mêmes envies, les mêmes besoins par rapport aux entraîneurs, un contact, une confiance de manière à progresser. Les mêmes rêves d'enfant. Je rêvais tout gamin d'être champion olympique, et voilà, jusqu'au jour où j'y suis arrivé. Et puis aujourd'hui, je fais du ski de fond. Là, je suis plus dans le plaisir, mais la notion d'athlète et la notion de haut niveau, c'est strictement la même contrainte. Les parcours d'obstacles sont les mêmes, en ce sens qu'il y a d'autres brimades, d'autres rencontres, d'autres entraîneurs avec qui le texte ne passe pas, ni la technique. Et puis il y a d'autres avec qui c'est l'apothéose et c'est l'avènement, avec un échange particulier pour moi avec Serge Guillaume à l'époque. Voilà, c'est strictement les mêmes envies, les mêmes besoins. Et donc, sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences. Après,
il y a certainement de l'affect, c'est indéniable. Il y a une notion de communication qui est peut-être moins évidente chez un garçon, mais dont on a les mêmes besoins. Et souvent, il n'y a pas l'envie et comment dire, le fait qu'on soit un garçon, on n'ose pas demander, mais on en a besoin. Et les filles sont plus, dans ce sens, plus direct, et elles le réclament. Donc ça, voilà. Pour moi, c'est strictement les mêmes réponses. Marie-Françoise Poutreau, je suis directrice technique adjointe à la Fédération de hockey sur glace, ancienne athlète de haut niveau en cyclisme. Je voulais vous poser la question, surtout peut-être à Laure et à Bénédicte. Est-ce qu'en fin de carrière, est-ce que la fédération vient vers vous pour vous demander si vous souhaitez vous tourner vers un métier d'entraîneur, si vous avez envie de... Est-ce qu'on vous a accompagné pour passer des brevets d'État, etc. Voilà, j'ai besoin d'avoir cette réponse. Au niveau des brevets d'État, oui. Parce qu'on les a... moi, personnellement, j'ai eu la possibilité de le passer juste avant de terminer ma carrière. Et quant à la suite, non, on m'a pas... Il n'y a personne qui a pris le téléphone, mais j'ai pas... À la fois, c'est aussi mes rêves, la suite. Donc, je pense que si on me le propose, ben c'est si vraiment je n'aurais pas su quoi faire et on me propose quelque chose, je me dis, ah, éventuellement. Mais par contre, si moi, ça avait été mon rêve, j'aurais pris mon téléphone pour appeler la Fédé et demander est-ce que si ou ça serait possible pour moi. Donc j'ai essayé de me diriger vers quelque chose qui me faisait envie à l'époque, quoi. Au niveau de la formation, on en est la même formation pour tous, que ce soit garçon ou fille, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Au niveau du retour de la fédération, non. Donc ils ne sont jamais venus me voir, alors qu'il y a beaucoup de problèmes chez les filles maintenant en aviron. Il y a eu 0 filles au jeu cette année. L'aviron féminin se porte très mal et ils ne viennent pas vers moi pour poser des questions ou quoi ou qu'est-ce. Marcel Calvat, donc dans cette course d'obstacles, vous avez eu certainement des moments difficiles, malheureusement. Est-ce que vous avez eu besoin de soutien particulier? Est-ce que vous l'avez eu auprès de votre entraîneur? Et certaines ont eu, certainement Laure, je pense, à l'époque, dans l'équipe d'encadrement, une sophrologue ou une psychologue. Qu'est-ce que vous pensez du staff qui vous entoure? Est-ce que l'entraîneur peut suffire? Est-ce que vous allez spontanément vers quelqu'un qui est dans le staff, mais plus orienté soutien psychologique? Ou est-ce que vous avez une démarche individuelle vers sur d'autres pistes? Je pense c'est toujours pareil, il faut faire un peu sa sauce. Et il y a beaucoup d'outils au sein de l'équipe. Donc après, ça peut être un technicien, ça peut être le chef d'équipe, le préparateur physique, mental, ce qu'on veut. Mais par contre, faut être son propre chef, quoi. Essayer de piocher un peu partout pour avoir des outils. Et après, une fois que ça roule, s'appuyer là-dessus jusqu'à l'année d'après où ça roulera moins et essayer de... Après, il ne faut pas s'éparpiller, et je pense que quand même, à la Fédération française de ski, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent avoir un soutien mental. Et après, ça doit être une démarche qui vient de l'athlète. On ne peut pas proposer, on ne peut pas lui dire « ouais, ça serait bien que tu y ailles ». C'est lui, si c'est le bon moment et c'est dans ses convictions qu'il y aille, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Alors dans la fédération d'aviron française, c'est petit moyen, donc il n'y a pas du tout il y a juste des entraîneurs, les entraîneurs fédéraux. Des fois c'est un souci parce qu'en fait ça peut très bien passer avec son entraîneur de club et puis après on se retrouve avec un autre entraîneur au niveau de la fédération et là ça devient conflictuel et là on a besoin d'autres personnes. Donc les autres personnes qu'on allait voir, c'était les kinés où on allait se faire masser et puis on pouvait papoter, voilà. Il me semble que oui, nous on est plutôt bien lotis quand même à la FFS. Il y a beaucoup voilà, on a ce qu'il faut. Après, je crois vraiment que quand on fait du haut niveau, finalement, c'est trouver sa propre voie, son chemin. Et c'est à nous-mêmes de faire les démarches. Alors personnellement, c'est vrai que je pourrais trouver des choses par le biais de la fédération, mais je n'ai pas forcément envie qu'on m'impose plutôt tel psychologue ou je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai besoin d'aller chercher moi-même les choses qui vont me convenir et qui vont faire qu'après, je vais fonctionner. Du coup,
l'entraîneur, c'est bien, mais il suffit pas parce que une personne, elle peut pas remplacer le discours de je ne sais pas combien. Donc voilà, je pense qu'il y a des périodes où il peut apporter et des périodes où il faut aussi qu'il accepte de ne pas avoir les solutions. Et ça, c'est un autre problème. On pourra faire notre débat. Mais oui, un entraîneur doit accepter par moment de laisser l'athlète aussi faire comme il le sent, parce qu'on est tout le temps dans le ressenti. Et finalement, voilà, c'est une question de confiance, comme disait Laure tout à l'heure. Il faut qu'il nous fasse confiance. Nous, on lui fait confiance, mais par moment, il faut nous laisser un peu de mou et pour qu'on puisse aussi s'exprimer, aller chercher là où on a besoin et là où on sent que ça va nous apporter. Une dernière question. Oui, bonjour, Lionel Girard, donc père de famille, tout simplement. Je voulais savoir si dans votre évolution, vous sentez, vous êtes senti redevable par rapport à ce qu'on vous a porté. Redevable, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il faut quand même pas oublier, même si on veut justement avoir... je pense que pour acquérir de la confiance, il faut que ça vienne de nous et qu'on ait bâti notre truc. Et du coup, on se sent beaucoup plus fort que si on est porté, que c'est pas vraiment notre rêve. Après, redevable, il faut quand même pas oublier que... Je sais pas si le mot n'est pas un peu fort, mais par contre, il faut pas oublier que si on n'a pas le bon coach au bon moment ou le bon technicien qui fait le petit truc, ben, la réussite, elle n'est pas au bout. Donc, je pense qu'on peut, ouais, entre guillemets, être redevable. Moi, je vais dire que non, je ne suis pas redevable. Il a fallu toujours que je fasse mes preuves et c'est avec mon propre matériel que j'ai été sur les compétitions internationales. Ils n'ont jamais vraiment fourni. Donc, non, sans plus. Moi, j'ai l'impression qu'on fait tous partie, on est tous sur le même bateau et qu'on a tous besoin les uns des autres. Nous, les athlètes, c'est sûr que si on peut atteindre nos objectifs, c'est parce que derrière, il y a des moyens qui sont mis, il y a des gens qui travaillent à fond pour nous aider à atteindre ces objectifs-là. Alors après, voilà, c'est des choix, c'est des métiers, mais oui, d'un côté, moi, c'est clair, je sais que je dois beaucoup de choses à plein de gens, finalement, mais c'est comme ça. Mais après, redevable, bon, enfin, c'est délicat, parce que si on commence à penser à ça, finalement, on est un peu cuit, parce que bon, ça met une pression terrible. Et moi, j'ai pas envie de penser à ça. Moi, j'ai mon rêve, c'est ça qui m'anime. Mais voilà, après, je pense que c'est, de toute façon, c'est une question d'éducation. Il faut pas être naïf ou borné. Voilà, on peut pas atteindre tous ces objectifs-là si les gens ils nous suivent pas et ils se mettent pas à la planche pour nous, quoi. Merci mesdames, c'était fort enrichissant. Nous allons passer maintenant à la deuxième table ronde.